Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour encore une nouvelle vidéo. Oui, c'est toujours des nouvelles vidéos. C'est pas agaçant quand on regarde des vidéos d'entendre toujours les gens dire bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bah oui, normal, si c'est une vidéo qui est nouvelle, elle est forcément nouvelle. Enfin bref. On va un petit peu revenir sur les champs politiques. Alors, je vais commencer par les États-Unis. Je vous ai parlé récemment dans une vidéo, Kamala Harris, donc maintenant ça y est, la DNC de Chicago, c'est terminé. Elle est la candidate officielle pour la présidentielle du mois de novembre. On a eu le droit au défilé, évidemment, de toutes les grandes stars, aussi bien de Pelosi, Clinton, les deux Clinton, et évidemment Michelle et Barack Obama. Louanges, satisfaction, autocongratulation, etc. Alors, maintenant que Kamala Harris est officiellement la candidate, Kamala Harris va avoir deux challenges à surmonter. Le premier challenge, c'est pendant ces 2 mois, puisque là on est bientôt fin août, l'élection va avoir lieu début novembre, donc ce qui nous laisse le mois de septembre et le mois d'octobre, va avoir 2 mois pour reconquérir un électorat qui reste encore très dubitatif. Dubitatif à quoi ? Dubitatif au fait que pendant 4 ans, on ne peut pas dire que Kamala Harris a véritablement brillé en tant que vice-présidente. Comme je vous l'avais déjà expliqué dans les précédentes vidéos, et je vous le réexplique, le problème de Kamala Harris, c'est que c'est une personnalité qui a peut-être ses compétences professionnelles, qui lui sont reconnues d'ailleurs, mais malheureusement, politiquement parlant, elle a toujours fait un petit peu l'allure de quelqu'un qui s'adressait toujours qu'à des gamins. C'est-à-dire un discours très infantile, très succinct, très survolé, très parfois même caricatural. Et ce qui a fait que dans l'électorat démocrate, elle est passée très rapidement pour, alors c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'est l'expression qui confirme la règle, c'est-à-dire qu'elle est passée véritablement pour une cruche, une potiche. Mais c'est une potiche qui avait été quand même imposée, enfin suggérée politiquement parlant, mais plus ou moins imposée par Obama lorsque Biden a été officialisé comme candidat à l'élection présidentielle de 2020. En ayant ce plan qui était prévu à la base, c'est Biden reconquiert la Maison-Blanche, élimine Trump, et derrière, Kamala Harris devait être l'héritière, c'est-à-dire celle qui allait succéder naturellement à Biden pour 2024. Le reste de l'histoire, vous savez, Biden tout d'un coup un jour décide de se présenter à sa propre succession pour un second mandat, panique dans le côté démocrate parce que c'était pas du tout ce qui était prévu et que malheureusement il ne pouvait pas faire marche arrière parce que ça serait démontré que finalement Biden de temps en temps il a des absences et qui fait qu'il est un petit peu en roue libre contre toute attente et contre toute cohérence on va dire ou crédibilité de par sa position. Aujourd'hui, les choses ont été rectifiées puisque finalement Biden, suite aux dernières salves, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, aux dernières tentatives d'essayer de lui redonner un peu de crédibilité, ce qui a été un véritable échec. Je rappelle, un débat avec Donald Trump très prématuré, mais qui était peut-être pour certains communicants l'espoir de peut-être voir Biden regagner des points, alors qu'en réalité, ça a été tout l'inverse. C'est finalement l'une des ténors du Parti démocrate, Nancy Pelosi, qui a réussi à obtenir non seulement de Biden, mais aussi de la famille de Biden, parce que je rappelle
que si Jill Biden, la femme de Joe Biden, n'était pas là, il y aurait déjà longtemps que Biden aurait cédé la place. Mais Jill Biden, apparemment, a voulu essayer de convaincre tout le monde que Joe pouvait encore embrayer 4 ans comme président. La suite, vous la connaissez. Il a finalement annoncé qu'il se désistait de sa candidature. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'au départ, il ne soutenait pas Kamala Harris. Il aura fallu quand même 12 à 24 heures pour que finalement, dans un communiqué, Biden dise apporter son soutien à Kamala Harris. Même moi, dans mes vidéos, je vous avais dit, Kamala Harris, vu l'image qu'elle a depuis ces 4 dernières années, moi je voyais plutôt la pochette surprise, genre Michelle Obama. Puis bon, avant la DNC, il s'est avéré que finalement, tout portait à démontrer que c'était bien Kamala Harris qui allait aller au charbon. Donc cette image qu'a Kamala Harris aujourd'hui, est-ce que la DNC a redoré son image? Est-ce que les meetings qu'elle a fait, les rencontres qu'elle a fait, les déplacements qu'elle a fait, est-ce que ça a redoré son image? À l'heure actuelle, c'est très compliqué. On n'en sait pas. On n'en sait rien. Est-ce qu'elle a réussi à reconquérir cet électorat qui la considérait comme n'étant pas capable, comme n'ayant pas le charisme pour assurer le poste de président? Donc ces 2 prochains mois, c'est là que tout l'enjeu va se faire. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les communicants de la Maison-Blanche en tant que vice-présidente ont été mauvais. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit que ça a été des gens très arrivistes qui lui ont ciré les pompes, etc., mais qui n'ont jamais eu les couilles de lui dire non, bah écoute, là, t'as pas été bonne, là, t'as dit une connerie, etc., fais attention, puis essayer de la briefer. Voilà, je pense que ça a été beaucoup plus dans son entourage des gens qui étaient là pour le pognon, tout en lui disant oui, t'es super bonne, t'es géniale, alors qu'en réalité non, à des moments elle n'a pas été bonne du tout. Donc là, certainement que là on a complètement fait table rase de son staff, surtout en matière de communication. Donc là, ce nouveau staff de communicants vont avoir la lourde tâche de la briefer, mais de la briefer intelligemment, c'est-à-dire que même si à un moment donné elle n'a pas été bonne, avoir les couilles de lui dire là, ce que tu as fait là, ce que tu as dit là, non, c'est pas bon. Il va falloir que tu rectifies le tir lors de la prochaine intervention que tu feras, etc. Donc là, va y avoir en effet un très gros travail de communication. Alors attention, le problème aux États-Unis, la communication, elle est parfois un petit peu mélangée dans des phénomènes d'apparat, c'est-à-dire de jouer la carte un petit peu de la sur-image, de la surreprésentation, etc. Pour au final jouer encore la carte comme on a fait avec Biden, c'est-à-dire de construire un décor, de construire une façade, tout en ignorant les coulisses. Des coulisses qui prenaient de plus en plus de place, qui devenaient de plus en plus prédominants dans l'espace public, et que fatalement, l'artifice ne fonctionne plus. Là, avec Kamala Harris, il ne va pas falloir jouer l'artifice, c'est-à-dire se reposer sur ses lauriers en disant « c'est une femme, elle est issue de la diversité, donc voilà, on va mettre ça en avant ». Non, il va falloir aussi jouer la carte du contenu, et pas seulement du contenant. Parce que beaucoup d'électorats démocrates vont attendre Kamala Harris au tournant là-dessus, c'est-à-dire sur le contenu. Savoir présenter des choses, savoir discuter, savoir présenter des projets, et surtout savoir être crédible dans sa narration, dans sa syntaxe, et arrêter d'utiliser un champ narratif infantile. Parce que ça va pas marcher. Donc là, voilà, va y avoir un gros travail là-dessus. Et le deuxième challenge,
pour Kamala Harris, et sans doute peut-être le plus crucial, le plus important, ça va être le débat. Le fameux débat face à Donald Trump. C'est-à-dire que là, Kamala Harris, elle a absolument pas le droit à l'erreur. Il va falloir qu'elle soit parfaite. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'elle ait du répondant, qu'elle ait du pic, qu'elle ait de l'argument, et que surtout qu'elle batte Donald Trump à la fois sur du factuel et pas de la caricature, et jouer la carte d'un charisme et non pas se reposer encore une fois sur ses lauriers de la femme, de la diversité, et que de toute façon Donald Trump c'est un raciste, c'est un misogyne, etc. Non, va falloir aller au-delà de tout ça et aller dans du concret. Personnellement, moi je crains ce débat parce que même si les enjeux dans l'entourage, dans le staff de Kamala Harris, je pense qu'il y a des gens qui sont conscients de l'importance de ce débat. Est-ce qu'ils vont aller au-delà des codes, au-delà des traditions, pour pousser Kamala Harris à être plus véhémente, à être plus agressive? Mais attention, encore une fois, ne pas jouer sur de la caricature, comme l'a fait Biden contre Donald Trump. Il a attaqué Donald Trump sur des caricatures de réputation. Donc évidemment, Donald Trump en face, attention, lui, il ne va pas faire de cadeau. Si Kamala Harris joue un peu trop comme Biden sur de la caricature, etc., mais il va la flinguer. Il va jouer sur la carte qu'elle a dit parfois des conneries. Il va jouer sur la carte sur le fait que sur certains sujets, elle est incompétente parce qu'elle est totalement dans le déni de réalité. Il va pas hésiter à jouer sur cette image de cruche qu'elle a donnée pendant 4 ans. Donc c'est pour ça que ce débat va être très important. Très important non seulement pour le camp démocrate, pour sa crédibilité, d'avoir fait le bon choix. Très important parce que de ce débat dépendra l'incertitude qu'a encore un certain nombre d'Américains démocrates, de l'électorat démocrate, à la considérer comme étant capable Donc si vous voulez, même si la DNC, ça a été le grand show, le show à l'américaine, avec tous les propos, etc. Même, je veux dire, Obama, qui nous a ressorti le « yes, she can ». Ouais, sauf que, attention, vouloir appliquer à l'image de Kamala Harris des codes qui avaient été utilisés pour la campagne d'Obama, c'est faire un copier-coller qui peut être éventuellement dangereux, qui peut peut-être se retourner contre eux. Donc là encore, à la DNC, comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, les gens qui étaient dans la salle, de toute façon, tout était briefé, calculé, scénarisé, vraiment calculé comme du papier à musique, il n'y avait rien qui devait dépasser. Donc les discours qui ont été tenus, c'est des discours à l'américaine, c'est-à-dire voilà, c'est la meilleure, c'est Superman, enfin Superwoman, c'est Wonder Woman, c'est la plus géniale, c'est la plus super, ça va être la plus grande présidente de toute l'histoire des États-Unis, parce que justement ça va être la première présidente, ça va être la première femme, etc. Ouais, mais tout ça c'est de l'apparat, c'est ce qui fait partie d'ailleurs de la culture américaine. Sauf que dans cette culture américaine, il y a un moment donné où les codes s'essoufflent, où les principes, les valeurs ne fonctionnent plus auprès d'un électorat. L'électorat aujourd'hui, il est un peu dans la désillusion, il est un peu dans la tromperie, il est un peu dans la trahison. Donc aujourd'hui, il veut qu'on lui parle comme à des adultes et pas comme à des gamins de 5 ans. Et ça, là,
il y a encore un travail à faire. Il est encore à faire, ce travail. Sauf que, comme je vous l'ai dit, les traditions, parfois la dent rude. Et de là à ce que dans les prochains mois, on ait encore cette Kamala Harris approximative, avec un champ narratif infantile, qui va jouer les sensibilités, aller essayer d'aller chercher la sensibilité, l'hypersensibilisation dans les communautarismes, dans les diversités, etc. Hein, on a Waltz qui a même déjà commencé à attaquer en disant oui, de toute façon, on sera woke, on est woke, donc on sera toujours woke. Je suis pas certain dans l'électorat majoritaire démocrate, le wokisme aujourd'hui est en odeur de sainteté. Et donc on va voir comment ça va se passer. Mais comme je vous l'ai dit, donc ces deux pôles essentiels à surveiller, c'est son champ narratif, son discours, sa prestation, sa considération en matière de communication et évidemment ce fameux débat. Alors ce débat, je crois qu'il doit avoir début octobre, le 4 octobre je crois, 4 ou 9 octobre, je ne sais plus, enfin c'est début octobre. Donc là, ça va être un débat à suivre et à scruter dans les moindres faits et gestes pour savoir si oui ou non, est-ce que Kamala Harris est assurée de gagner au mois de novembre ou est-ce qu'au contraire, tout va être remis en question. À suivre. Pour ce qui concerne la politique en France, alors je vous l'ai dit, moi je vis aux États-Unis, donc normalement les algorithmes de X devraient être un peu plus attentifs, mais non. Je suis à chaque fois, toutes les heures, et je ne mens pas, mais toutes les heures, dans mon fil X, paf, j'ai un post pour promouvoir Lucie Castet. Je pense que mon avis en France, ça doit être pire. Mais alors attention, on va être tous d'accord, à force de tanner, à force de conditionner finalement l'opinion au fait que ça doit être Lucie Castet qui doit être Premier ministre. Il y a un moment donné où ça risque d'être contre-productif, voire même si ce n'est pas déjà contre-productif. Je vous rappelle, Macron n'a pas l'obligation de prendre un Premier ministre chez les NFP, même si les NFP ont la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Mais le principe et la règle, c'est que la représentation nationale qui a une majorité absolue est en effet de facto la représentation qui doit avoir un gouvernement de cohabitation. Mais comme le NFP n'a pas la majorité absolue, donc Macron n'est pas obligé. Il peut très bien faire jouer des coalitions de partis. Et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, puisqu'il essaie un petit peu de gratter un petit peu chez les socialistes, chez les écolos, pour remplir la coalition centriste de droite, Horizon, Républicain, UDI, mais voilà, c'est un poil de cheveux, si vous voulez, pour finalement avoir la légitimité de choisir un Premier ministre hors NFP. Alors c'est pour ça que, à mon avis, alors je crois que c'est le 29 prochain, où il doit rencontrer les représentations pour discuter, etc. Mais on le voit que chez les NFP, surtout les filles, ils ont le discours très affirmatif, très sûr d'eux, que de toute façon, Macron, il n'a pas le choix, il doit prendre Lucie Castet. Il doit prendre Lucie Castet. Alors, vous imaginez si jamais il ne prend pas Lucie Castet. Alors c'est ça qui est très intéressant, parce que au sein des socialistes, on le sait aujourd'hui, socialistes et écolos, d'ailleurs on le voit, Tondelier, Faure, Roussel, etc., ils essayent de donner l'illusion, mais on sent bien que l'illusion, elle n'est pas là. On sent bien qu'ils se doutent que Castet ne sera jamais Premier ministre. Et que l'entourloupe, ça va être ça, c'est que Macron va choisir un Premier ministre centriste ou républicain
et qu'il va intégrer dans le gouvernement, il va faire un gouvernement d'ouverture. C'est-à-dire y intégrer, en effet, des socialistes et des écologistes. Parce que le problème, c'est que les boyards, les panneaux, etc., qui vous tweetent aujourd'hui ou qui vous disent français, de toute façon, c'est Castet ou rien. Mais le problème, c'est que Castet, est-ce qu'elle va intégrer dans son gouvernement des LFI? Si elle le fait, je dirais même à la limite au nom des NFP, elle va être obligée de le faire. Si elle est obligée de le faire, mais son gouvernement ne tiendra pas 24 heures. Il y aura une motion de censure du Parlement et le gouvernement sera réfuté. Voilà, c'est ce qui les attend. Et c'est ça, ils le savent, chez les socialistes et les écolos. Ils savent que là, ils se sont embringués dans une coalition où ça ne va pas marcher. Et le pire, c'est qu'évidemment, aujourd'hui, qu'est-ce qui est visé? C'est 2027. Or, si pendant 3 ans, les socialistes, les écolos se laissent duper ou se laissent embarquer dans de la merde par les LFI et deviennent responsables finalement d'un pays totalement ingérable, puis bon, bah voilà, il y a aussi cette volonté d'écarter le Rassemblement national. Sauf que les Français, ils ne sont pas dupes. Le Rassemblement national, en tant que parti, il possède la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Je dis bien en tant que parti politique, pas coalition. Donc le Rassemblement national, aujourd'hui, en parti simple, c'est le premier parti de France. Et c'est ça qui les fait chier. C'est ça qui les emmerde. Et comme on a mis en place des politiciens qui sont plus ou moins ambitieux, arrivistes, parfois décalés des réalités, etc. Donc évidemment, le seul moyen de lutter contre le Rassemblement national, c'est de faire des coalitions, sauf faire des coalitions avec des gens qui déjà, par leur personnalité, par leur caractère, ne peuvent pas se blairer. D'ailleurs, la preuve, c'est que certaines têtes de file et les filles ont été finalement écartées. Les Garrido, les Corbière, les Hautins, etc. Bon, d'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est Soudet, je crois, c'est ça? Là, Soudet mais Soudet est l'exemplarité de cette personnalité qu'on a mis dans la politique, mais qui n'en ont pas la carrure, qui n'en ont pas les épaules. Limite, on se demande s'ils sont bien dans leur tête, ces gens-là. Parce qu'ils ont un comportement, mais... Je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo où elle est fière de montrer son taf. Et dans son staff, elle t'annonce, voilà, celui-là, ouais, machin, c'est notre harceleur de journalistes. Harceleur de journalistes? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Harceleur de journalistes. Bah, c'est le mec qui, sur les réseaux sociaux, etc., attaque, essaie de décrédibiliser, essaie d'attaquer, harceler les journalistes qui disent des choses qui ne sont pas bien contre Soudet, qui ne sont pas bien contre l'idéologie de gauche, d'extrême gauche. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le paysage politique français s'est effondré dans un niveau de bassesse, de décrédibilisation. Mais, comme je vous l'ai dit dans des précédentes vidéos, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce que le but de la manœuvre, là je réexplique même aux gens qui viennent peut-être de découvrir ma vidéo, ma chaîne, qui n'ont peut-être pas vu les précédentes vidéos, rien n'est fait au hasard. Tout est calculé. C'est comme les problèmes qu'aujourd'hui il y a dans les hôpitaux, des gens qui sont sur des brancards dans des couloirs et qui attendent pendant 20, 30, 40, 72 heures. L'état du service public de la santé, mais c'est fait exprès, c'est pour le démolir. Je rappelle, dans les années 2000, la Commission européenne et sa fameuse GOPE
les grandes orientations politiques et économiques qui sont distribuées à tous les pays. La France a reçu, non pas l'ordre, mais le conseil, la proposition de changer de paganisme concernant sa politique de service public. En gros, ouvrir au capital, ouvrir au libre marché. Et donc à partir du moment où vous savez ça, eh bien, regardez la santé, l'éducation, la sécurité, la police, même certains organismes fiscaux, administratifs, justice, s'ils sont dans l'état où ils sont aujourd'hui, c'est pas dû au hasard, c'est pas dû uniquement à des incompétences. Les incompétences, elles ont été placées là parce que justement, on savait que ces incompétences allaient donner ce résultat, c'est-à-dire la déliquescence même du système étatique, du système de fonction publique, en tout et pour tout. Et de fait, à un moment donné, vous, Français, vous dites non, c'est pas normal, ça ne fonctionne plus, etc. Et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, paf, on te propose, quasiment pour le même prix, un service privé. Alors au début, attention, hein, vous savez, c'est un peu comme les streamings. Les streamings, au départ, c'était pas cher. Et puis au moment donné où ça a augmenté en abonnés, et puis tout d'un coup, le prix a commencé à augmenter. Et puis on a commencé à modifier les règles. Amazon a commencé à mettre de la publicité dans les films. Netflix a commencé à faire différents abonnements, des abonnements de qualité, des abonnements premium, pour avoir du 4K, du Dolby Atmos, etc. Bon si demain des services publics s'effondrent et sont remplacés par des services privés, au départ les services privés vont faire en sorte de vous séduire, donc ils vont faire en sorte de à peu près l'équivalent, peut-être même moins cher que ce que vous payez sur vos salaires pour les services publics. Et puis une fois qu'ils vont arriver à un certain niveau, c'est là que la facture va commencer à augmenter. Mais vous n'aurez plus le choix puisque vous serez déjà dans l'engrenage. Donc tout ça, c'est fait exprès. C'est à un moment donné pousser les gens à se rendre compte que pour se faire soigner, c'est de plus en plus difficile, c'est de plus en plus compliqué, puis c'est de plus en plus cher. Tu te dis, mais pourquoi je paye des impôts Alors évidemment, le système français est un système par répartition, tu ne payes pas pour ta propre pomme, tu payes pour la solidarité nationale. Mais il y a un moment donné où tu vas te dire, mais finalement, est-ce que j'ai pas mieux fait de payer un organisme privé où là, ce que je paye, c'est contractuel avec mes choix d'options, etc., que de cotiser à un régime général qui va servir plus l'indigent que le jour où moi, je vais avoir besoin de soins. Je vous rappelle, moi je vis aux États-Unis, je paye une assurance santé, ça coûte cher, mais à la limite, demain je pourrais revenir en France en me disant peut-être que ça me coûtera moins cher si je reviens en France pour me faire soigner, mais est-ce que j'ai le droit de me faire soigner en France parce que je cotise plus? À partir du moment où je cotise plus, est-ce que j'ai pas mieux fait de prendre la nationalité américaine, d'aller aux États-Unis et puis de dire écoutez, je suis étranger, je peux avoir le bénéfice de la MAE, je crois, c'est la MAE, je ne sais plus. Et encore, l'administration serait capable de dire oui, mais vous n'y avez pas le droit parce que vous êtes français aussi. Vous n'y avez pas le droit parce que vous vivez aux États-Unis, vous avez une assurance santé privée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il faut venir en France pauvre pour avoir le droit peut-être de se faire soigner avec une nationalité étrangère. Oui, parce que j'ai bossé pendant presque 20 ans en France, j'ai payé mes cotisations, etc. Mais finalement, est-ce que ça me donne le droit aujourd'hui de revenir en France et de me faire soigner? Non. Je paye. Et attention, je risque de payer le taux fort. Donc voilà, pour revenir un petit peu à cette situation politique que vous avez en France,
c'est attention, vous avez des gens qui vous promettent la Lune, alors qu'en réalité, la situation financière de la France n'est pas au beau fixe. Comme je vous l'avais dit, attention, Castet, elle est capable, si Castet arrive à Matignon, elle est capable de taper l'épargne des Français. Elle ne le dit pas comme ça, mais on sent bien les sous-entendus. Le sous-entendu que si je veux mettre le salaire minimum, le SMIC à 1600 €, bon, apparemment, on a toujours ce projet-là, mais voilà, c'est pas garanti qu'on le fasse quand même. Il faut d'abord qu'on regarde, qu'on observe, qu'on étudie la question. Donc déjà, là, ils font déjà 2 pas en arrière. Mais il y a aussi, apparemment, ce qui plane, c'est de taxer les Français à l'étranger. Alors attention, moi je ne serai pas taxé parce que j'ai pas un revenu, mais les Français qui quittent la France, mais qui ont des revenus jusqu'à un certain revenu mensuel ou annuel, là, ils paieraient des impôts. Un peu d'ailleurs sur le modèle américain. Le modèle américain, c'est que si par exemple, moi demain, je décide avec ma femme de revenir vivre en France, ma femme est américaine, si elle travaille en France, elle paiera ses impôts en France comme tout le monde, sauf qu'elle devra aussi payer ses impôts fédéraux. Puisque tout Américain, même s'il a une résidence fiscale à l'étranger, doit continuer à payer ses impôts fédéraux. Alors évidemment, il ne paye pas, il paye un pourcentage moindre en tant qu'Américain expatrié, mais quand même. Et ça démange en France, surtout les gens de gauche. Parce qu'ils se disent, ouais, tous les riches qui quittent la France, qui vivent dans les paradis fiscaux, etc., il faut les taxer, faut. Bah oui, dans cette idée-là, pourquoi pas? En effet, ça pourrait amener peut-être des riches à se dire, je peux pas évader, je peux pas faire de l'évasion fiscale, puisque si les socialistes, si Castet arrive au pouvoir, elle va mettre une loi en disant que de toute façon, même si tu habites à Singapour, en Malaisie, en Belgique, etc., de toute façon, tu devras payer des impôts suivant si tu te fais 10 000 ou 20 000 € par mois. Enfin, c'est un bordel, quoi, de toute façon. Là, mais je suis comme vous, je suis impatient de voir comment Macron va faire le tournant et mettre en place, je ne sais pas, faire une pirouette politique pour finalement mettre quelqu'un, mais qui ne sera pas du tout représentatif d'ailleurs du nouveau Front populaire. Ça va être gentil. Mais là encore, cette hyper conviction qu'ils sont en train de diffuser, de communiquer auprès de l'opinion, il y a un moment donné où ça a l'effet inverse, c'est que ça a la notion d'agacer, de commencer à énerver. Je dis, attendez, de toute façon, attendons de voir ce que Micron va décider. Micron, ouais, pourquoi pas. Mais arrêtez de nous vendre un produit qui, de toute façon, ça se trouve, n'atterrira jamais à Matignon. Mais voilà. Encore une fois, peut-être que c'est un signe que la politique, elle aussi, française, le paysage politique français, est en pleine déliquescence. Puisqu'il a une fâcheuse tendance, comme la politique américaine, à vous prendre pour des cons, à vous prendre pour des gamins, s'infantiliser. Affaire à suivre, on verra un petit peu, peut-être une prochaine vidéo, il y aura du changement, il y aura de l'évolution. Donc voilà pour 2 paysages politiques à suivre à l'heure actuelle, qui vous intéressent certainement. Et nous, on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et oui, mon petit t-shirt que vous voyez, celui-là, il est unique. Je l'ai fait faire. Nostalgie, nostalgie. Eh Pépé. Au moment où j'ai fait cette vidéo, il y a certaines informations qui sont tombées après. D'où cette petite encart rapide, bien accompagnée, comme vous pouvez le voir derrière moi. Robert Kennedy Jr. Au moment où j'ai fait la vidéo, j'avais vu l'information que
Il hésitait encore, il n'avait pas décidé, enfin il avait décidé de se retirer de la campagne, mais il ne savait pas encore s'il allait soutenir plutôt Kamala, plutôt Trump. Aujourd'hui on sait, il soutient Donald Trump. Apparemment, d'après ce qu'on dit, il aurait essayé de prendre contact avec les démocrates pour rencontrer Kamala Harris. Il a reçu l'aide de non-recevoir. Et donc du coup il a rencontré Donald Trump et il se rallie à Trump. Et c'est ça qui est formidable dans l'infantilisation de la politique américaine, c'est que maintenant les démocrates sont en train de balancer des tas d'informations sur lui auprès des médias, sur ce qu'il a fait dans sa jeunesse, etc. Et j'ai vu passer un sondage, c'est un sondage Télémark, mais quand même, bon, évidemment, vous savez ce que j'en pense des sondages, mais c'est toujours intéressant d'avoir les sons de cloche. Un sondage qui met 4 États en tête Donald Trump, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la Pennsylvanie, du Nevada, je crois, du Colorado et de la Caroline du Nord. Caroline du Nord, qui à l'origine était un État plutôt conservateur, mais qui depuis des dernières élections, je crois depuis Obama, a basculé plutôt démocrate. Pennsylvanie, pareil. Pennsylvanie qui est un des États non négligeables. Oui, je sais. LF. Donc voilà, c'est un sondage assez intéressant. Et enfin, pour terminer, il y a eu les rencontres, enfin les consultations d'Emmanuel Macron, et moi ce qui m'amuse, c'est de voir Castex et toute la clique continuer leur cirque, alors que très clairement, il semble bien que Castex ne sera pas la Première ministre, ne sera pas à Matignon. Et pourtant, on a l'impression qu'ils continuent leur cirque, comme si de rien n'était, alors que, en effet, l'information est en train de circuler actuellement, comme quoi, non, Emmanuel Macron ne choisira pas Lucie Castex. Avec évidemment derrière toutes les menaces, les filles qui continuent avec leur destitution, leur destitution. Sauf que, bon, la destitution, hein, on sait comment ça fonctionne, je vous l'ai déjà expliqué. Donc en fait, ils essaient de se faire valoir. Et puis là, on a Mélenchon. Alors Mélenchon, là, qui il a fêté son anniversaire, etc. Il y a actuellement les universités d'été. Universités d'été où on a évidemment les polémiques concernant Hassan, qui a encore balancé quelque chose qui fait de la polémique. Surtout Caron aussi, parce qu'il y a une manifestation, je crois, contre les bassines, donc il y a les agriculteurs qui se sont positionnés, etc. Alors lui, par contre, ça le choque pas, parce qu'il prétend que oui, les cultivateurs sont violents alors qu'il y a des manifestants, des militants qui sont avec leurs enfants, etc. Qu'est-ce qu'ils foutent avec leurs enfants ? Quand tu vas dans un endroit pour une manif ou un truc comme ça et que tu sais que ça peut déraper rapidement, qu'est-ce que tu vas prendre le risque d'emmener ton gamin ? Non, ça te choque pas, Caron ? Hein ? Bah oui, mais c'est vrai que vous raclez les fonds de tiroir des électorats infantiles, immatures, irresponsables. Ça, c'est sûr que ça fonctionne très très bien. Donc voilà les dernières informations que j'ai eues en complément de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Advienne que pourra.